Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. J'ai deux excellentes nouvelles pour vous. D'abord, vous allez moins m'entendre parler dans les prochaines minutes, ce qui va reposer vos oreilles. Et deuxièmement, vous allez en apprendre beaucoup sur une des voitures suédoises les plus mythiques de l'histoire, la Volvo P1800. En regardant les notes de Hugues, je constate que bien des choses que moi-même je ne connais pas. Alors, mon cher Hugues, je suis tout oui. Vedette de série télé, détentrice de records, icône de design, la P1800 a connu une carrière pour le moins intéressante. Et en plus, elle a caché un secret pendant près de 50 ans. Bon, parle-nous d'abord de son ancêtre qui serait la P1900. J'ai jamais entendu ça. Fondée en 1926, Volvo n'est encore plus ou moins qu'une marque limitée au marché suédois au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Très vite, elle se tourne vers l'exportation et commence à distribuer ses véhicules en Amérique du Nord dès 1956. Ce marché est vu comme une priorité pour la direction qui, la même année, démarre la production d'un modèle sport, la P1900. En développement depuis 1953, ce cabriolet repose sur un châssis modifié de PV 444 avec une carrosserie en fibre de verre, une solution inspirée de la Corvette. Les panneaux extérieurs sont fournis par Glasspart, une compagnie basée en Californie, également impliquée dans la fabrication de la Kaiser-Darin. Le rythme de production est lent. En avril 1957, Gunnar Engellau, le nouveau directeur de Volvo, passe quelques jours au volant d'une P1900. Il trouve que le manque de rigidité de châssis et la qualité de l'auto sont plus aptes à faire du mal à la réputation du constructeur qu'autre chose. Il ordonne la fin de la production. Seuls 67 exemplaires et 3 prototypes seront fabriqués. Alors là, depuis que je vois l'image à l'écran, je me suis remémoré la voiture que j'ai vue au musée Volvo à l'époque. Ils en ont encore quelques exemplaires, même pas un seul. Oui, c'était vraiment précurseur de ce qui s'en venait. Alors, Volvo n'a pas abandonné l'idée de développer un coupé sportif malgré le fait que ça n'ait pas fonctionné. Et non, parce que Gunnar Engellau sait qu'il peut compter sur la plateforme de la nouvelle série 120 ou Amazon pour le marché suédois. Mais il veut garder toutes les ressources internes de la marque au développement de leurs nouveaux produits, tant du point de vue du design que de la fabrication. Il charge Elmer Pettersson, un ingénieur consultant qui a travaillé sur la PV 444, de trouver des partenaires. Engellau souhaite collaborer avec un carrossier italien, ce qui tombe bien car le fils de Pettersson, Pelé, est en stage chez Ghia après avoir étudié le design au Pratt Institute de New York. Pelé Pettersson est en fait plus intéressé par les bateaux. Il en dessinera plusieurs, gagnera 2 médailles olympiques en voilier de classe Star, concourra à la Coupe de l'Amérique et obtiendra plusieurs titres internationaux en classe 6 mètres. En 1957, le patron de Ghia, Luigi Segre, vient d'acquérir le carrossier Frua, fondé par Pietro Frua en 1944. C'est lui qui se chargera du projet Volvo. 4 dessins du carrossier sont remis à la direction de Volvo, plus un 5e réalisé par Pelé Pettersson, mais non signé. Engellau choisit sans grande hésitation ce dernier, croyant sélectionner le travail d'un designer italien. Lorsque la vérité finit par sortir, il est furieux et reproche à Pettersson d'avoir trahi la confiance de la compagnie. Mais le design parle pour lui-même et Engellau décide d'aller de l'avant à une condition. Pelé Pettersson ne sera jamais nommé et c'est Frua qui en aura le crédit. Il faudra attendre 2009 pour que le secret soit dévoilé et que Volvo attribue officiellement la paternité des lignes à Pettersson. Fin 1957, Pietro Frua quitte Ghia pour fonder son propre bureau de design. C'est là que sera complété le premier prototype en décembre 1957, baptisé P958 X1. 2 autres, les X2 et X3, suivront début 1958. Les formes définitives sont très proches des croquis de Pettersson. Et là, maintenant, faut trouver un partenaire industriel. Tout à fait. Car Volvo est en pleine croissance et n'a pas de capacité de production à perdre. Elmer Pettersson se rend chez le carrossier allemand Karmann début 1958. Les négociations avancent bien. De premiers plans sont réalisés et Volvo pense pouvoir lancer l'auto en décembre 1958. Mais Karmann reçoit un appel de son plus gros client, Volkswagen, qui lui demande de ne pas accepter le contrat. Volkswagen voyait le copier Volvo comme un concurrent direct de son modèle Karmann Ghia. La recherche reprend, d'abord auprès d'autres carrossiers allemands, notamment Hanomag et Drauz, mais sans résultat. Après des fuites dans la presse, le prototype P1800 est dévoilé en photo par Volvo au printemps 1959. Ce n'est qu'en janvier 60 que les visiteurs du salon de Bruxelles peuvent enfin admirer le véhicule de près.
D'autres expositions suivront, New York en avril et Paris en octobre. Entre-temps, Volvo a finalement réussi à trouver où produire son coupé. En Grande-Bretagne, les caisses en blanc seront fabriquées chez Press Steel dans son usine de Linwood en Écosse, avant d'être expédiées par rail chez Jensen à West Bromwich pour l'assemblage final. Un contrat est signé pour 10 000 autos. Le passage chez Press Steel entraîne d'importantes modifications dans la conception des soubassements qui n'ont à la fin plus grand-chose à voir avec ceux de l'Amazon. Le projet prend du retard. Les premiers exemplaires de pré-production sortent de chez Jensen à la fin de l'été 1960, mais la qualité n'est pas au goût des dirigeants de Göteborg qui décident d'envoyer leurs hommes pour corriger la situation. Étonnamment, les ouvriers anglais n'ont pas tout à fait les mêmes standards que les Suédois. Les premières voitures n'iront chez les clients qu'à partir d'octobre. Alors, présente-nous la P1800. Là, c'est une voiture, évidemment, offerte au public. Là. Voilà. Alors, sous les lignes italienne, la P1800 utilise un châssis monocoque. Le moteur est le B18 de 1,8 litres développant 100 chevaux. Il est accolé à une boîte de vitesse à 4 rapports synchronisés avec ou sans overdrive électrique Leicong de Normanville, selon les marchés. Les freins sont assistés avec des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Tradition Volvo oblige, les ceintures de sécurité à 3 points sont de série, tout comme le tableau de bord renforcé. Les 2 places arrière sont réduites et plus adaptées au transport d'objets que de personnes. Le coupé est présenté en Amérique du Nord au Salon de l'Auto de New York en avril 61, mais n'arrivera que pour le millésime 1962. Dans son catalogue, Volvo le compare à l'Alfa Romeo Super Spider, l'Austin LA 3000, la Porsche 356 Super 90, la Mercedes SL 190 SL et la Daimler SP 250, rien de moins. Mais à 3 995 $ US, la P1800 est chère et ne s'en sort pas nécessairement favorablement à ses concurrentes plus sportives ou plus prestigieuses. Pourtant, il s'agit d'une grand tourisme au sens le plus pur du terme, en permettant d'avaler de longues distances tout en laissant son conducteur frais et dispo et offrant une tenue de route saine. Bon, il y a encore des problèmes, par exemple. Hélas, oui. Les difficultés de qualité chez Jensen et Press Steel n'ont jamais complètement disparu. Initialement, Volvo entendait produire 150 voitures par semaine, mais la réalité sera plus proche du tiers de ce volume. Ouf. Quand la presse commence à s'émouvoir que la P1800 n'est pas au même niveau des autres Volvo, les dirigeants de la marque décident de réagir. Le constructeur vient d'ouvrir une nouvelle usine à Torslanda, en Suède, en 1962, et travaille au démarrage d'une autre à Gent, en Belgique. Elle ouvrira en 1965. Elle possède dorénavant la capacité de production en interne. Et c'est pourquoi la construction de la 1800 est rapatriée à l'usine de Lundby, en Suède, après seulement 6 000 exemplaires produits au lieu des 10 000 prévus. Volvo casse le contrat avec Jensen et devra payer des indemnités. Press Steel continuera de fabriquer la tôlerie jusqu'à l'hiver 68-69, après quoi l'outillage sera envoyé en Suède. Les évolutions de la P1800, ça ressemble à quoi? Alors, début 63, avec quelques modifications, notamment à l'intérieur et au moteur qui développe dorénavant 108 chevaux, la P1800 devient 1800S pour Suède. Le modèle évolue tranquillement au cours des années suivantes. Nouveau pare-choc et grille modifiée en 1965, suspension ajustée, nouvel essieu arrière et moteur, développant 115 chevaux en 1966. L'intérieur est revu en 1967 et 1968. L'année modèle 1969 est la dernière de la 1800S, ce qui ne l'empêche pas de bénéficier de changements conséquents. Le B18 est remplacé par le B20 de 2 litres développant 118 chevaux, un double circuit de freinage est installé, la boîte de vitesse est revue et un nouvel essieu arrière est monté. Le millésime 1970 voit l'apparition de la 1800E, E pour Einspritzung, désolé pour la prononciation, qui veut dire injection en allemand. Grâce à un système électronique Bosch, la puissance passe à 135 chevaux. De nombreuses modifications sont également apportées. Boîte de vitesse M410 ZF, nouvelle planche de bord et console centrale, nouvelle grille, frein à disque aux 4 roues, jantes en aluminium et ventilation retravaillée. L'année suivante, une boîte automatique Borg-Warner BW35 est enfin proposée. Pour 1972, l'intérieur est encore revu et une nouvelle grille est installée alors que le système de freinage et l'essieu arrière sont modifiés. C'est particulier qu'on n'ait pas changé le nom pour P2000, considérant qu'on est passé d'un 1,8 à un 2 litres à un certain moment donné. Ce qui serait logique. Ce qui aurait été logique. Mais la plus grosse nouveauté, en fait, avec la P1800, c'est pas ça. C'est une voiture qui a connu beaucoup de succès, particulièrement aux États-Unis.
Et dans la plus grosse nouveauté, c'est autre chose. Depuis quelques années, Volvo essaye de faire évoluer le modèle. Et l'une des pistes envisagées est la création d'un break de chasse qui corrigerait l'un des principaux défauts de la P1800, un volume de chargement limité. Des versions bicorps seront aussi étudiées. Des concepts sont réalisés par les carrossiers Cogiola et Frua. Finalement, c'est le design de Jan Vilsgaard, le légendaire patron du style de Volvo de 1950 à 1990, qui est retenu. Il intègre un haillon entièrement en vitre, un élément de style iconique qui sera repris sur la 480 de 1986 et la C30 de 2006 réalisée par le Québécois Simon Lamarre. Effectivement. Côté pratique, c'est une réussite puisque avec les sièges arrière rabattus, le volume utile atteint 991 litres. Ce modèle, baptisé 1800 ES pour Estate Sport, est vendu en parallèle de la 1800E durant 1972. À la fin de l'année, la 1800E tire sa révérence. Le millésime 1973 est le bout de la route pour la 1800 ES. En effet, de nouvelles normes de sécurité doivent entrer en vigueur aux États-Unis en 1974, demandant des modifications trop importantes pour un dessin qui a déjà 13 ans d'existence sur le marché. Le 27 juin 1973, le dernier véhicule sort de l'usine. La P1800 aura été produite à 47 485 exemplaires, dont 9 421 1800E et 8 077 1800 ES. Wow. C'est un volume certes réduit, mais elle aura parfaitement rempli son rôle de porte-étendard et aura permis à Volvo d'obtenir de la visibilité sur le marché nord-américain et d'y connaître une croissance majeure. Mais la P1800 aura également marqué des millions de téléspectateurs à travers le monde en étant conduite par Roger Moore dans les 118 épisodes de la série Le Saint, diffusée entre 1962 et 1969. C'est ce qu'on appelle être auréolé de succès. Exactement. Bon, la P1800 ES, ça a été majoritairement vendu aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup de collectionneurs suédois essaient de rapatrier ces unités-là du côté de la Suède où elle ne s'est que très, très peu vendue. Et c'est devenu le modèle le plus recherché dans toutes les P1800 aujourd'hui. Ça vaut une petite fortune. Là. C'est vraiment un design unique. Ça n'a pas été copié non plus. À part Volvo elle-même, non. Non, c'est ça. Alors, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme bagnole. Bon, évidemment, il y a une P1800 qui retient l'attention, une unité particulière qui appartenait à un type dont le nom est Irv Gordon. Oui. Lorsqu'Irv Gordon acheta sa 1800S rouge en 1966, il ne se doutait pas qu'elle allait l'emmener dans toutes sortes d'aventures. Ce professeur de sciences réalise des trajets quotidiens de 200 km. Il accumule 800 000 km en à peine 10 ans. En 1987, il passe la barre du million de milles et rentre au livre Guinness des records en 1998 pour le plus grand kilométrage par un unique propriétaire dans un véhicule non commercial. Les 2 millions de milles sont dépassés en 2002 et les 3 millions en 2013. Le moteur original aura été refait seulement 2 fois. Avec elle, il a visité 48 États américains et 9 pays, dont la Suède. Il a été impliqué dans 11 accidents, fait de nombreuses apparitions à la télé, rencontré plusieurs vedettes, ainsi que Pelle Peterson lui-même. Quand il disparaîtra en 2018, Irv aura dépassé la barre des 3,2 millions de milles, soit 5,15 millions de kilomètres avec sa 1800S. Vous avez dit qualité suédoise? Ouais, c'est ça. Nommez-moi une Volvo qui, aujourd'hui, pourrait faire 3,2 millions de milles, c'est-à-dire 5 millions de kilomètres. Avec 2 changements de moteur seulement. Avec 2 changements de moteur, ouais, ça risque... C'est pas une hybride rechargeable. C'est pas gagné. Non, exactement. Merci beaucoup, Hugues. Plaisir.